parler du sujet vie privée et liberté sur Internet. Est-ce des frères ennemis? C'est-à-dire, est-ce que la transparence, en fait, en clair, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Et la traçabilité, qui est connue maintenant, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est contre-productif? C'est-à-dire, qui peut, que ce soit par l'employeur, que ce soit par son propre couple, qui peut vous nuire. Alors, je vais commencer par citer deux citations, deux phrases diamétralement opposées. C'est l'une que tout le monde connaît. Pour vivre heureux, il faut vivre caché, n'est-ce pas? Et je prends une autre qui est dans le livre même, qui est de Eric Schmidt, qui est le patron de Google, qui a dit: il n'y a que les criminels qui veulent cacher leurs données personnelles. Alors, Alexandre, qu'en pensez-vous de cette proposition? Et, voilà. Oui, c'est bien choisi, ces deux citations. Moi, je voyais plus deux figures qui incarnent cette opposition, qui sont connues dans le monde Internet. Il y a d'un côté Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et de l'autre Julian Assange, qui lui est une sorte de pirate du web, et donc qui lui a fait sienne la devise d'Oscar Wilde, qui dit qu'on est vrai, on ne dit la vérité que quand on avance masqué. Donc c'est un peu ça l'idée, on est soi-même que quand on avance masqué, alors que pour Mark Zuckerberg, il dit voilà, la norme sociale a changé, on ne doit plus, la notion de vie privée est dépassée. Donc ça rejoint un peu ce que dit Eric Schmidt. Et c'est que maintenant, finalement, c'est même une lâcheté de se cacher derrière un pseudonyme. Or, quand on regarde la réalité, sur Facebook, les gens racontent leur vie, mais qu'on s'est amusé à montrer sur les scénettes, c'est plus une mise en scène de leur vie. On raconte comment on a réussi ses vacances, dans la scénette j'ai fait Bali, on raconte comment quand on a quelque chose de valorisant à montrer, on le met sur Facebook, alors que et en général, on se fait plutôt des louanges, on est sympa, c'est ce qu'on appelle un peu les câlins virtuels, on se like, on a changé de photo profil, on met trop mignonne, t'es trop sympa, et puis en échange, transaction de reconnaissance, on envoie un like à l'autre quand il a mis une nouvelle photo. Et par contre, sur les forums, c'est moins politically correct, sous pseudonyme, les gens se lâchent, ou dans les commentaires des articles, dès qu'on a la possibilité de se cacher derrière un pseudo, il me semble qu'on est plus vrai. Donc et actuellement, il y avait dans l'année où Mark Zuckerberg avait été nommé Man of the Year par Time Magazine, ils ont hésité jusqu'au dernier moment entre Julian Assange et Mark Zuckerberg, et c'est vraiment notre époque tourne autour de ça. Et entre ceux Julian Assange aussi est dans la lumière, mais son activité, elle ne devait pas l'être, c'est-à-dire qu'il a une activité de pirate, et les pirates, ils sont les anonymes aussi, on dit Et donc, je pense que c'est là que commence le débat. Quelle est la conception? Et donc, dans les faits, c'est Mark Zuckerberg qui a raison, mais c'est vrai que si on veut être vrai, il faudrait plutôt pouvoir avoir la possibilité de se cacher. Oui, vous dites aussi, Facebook n'est pas un simple site Internet, en fait, c'est une culture, la culture Facebook, et ça change notre mode de vie. Ça change aussi nos relations aux autres, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos relations professionnelles. Oui, mais, pour montrer ça, en fait, Facebook est à la fois révélateur de ce qu'on est, et en même temps amplifie ça. C'est-à-dire qu'il est responsable à la fois le produit qu'on attendait, le réseau, le site qu'on attendait, parce que ça reflète nos modes de vie. Et je prends l'exemple d'une petite fonctionnalité, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes sur Facebook, on peut organiser un événement comme privé ou professionnel sur Facebook, et quand on crée un événement, c'est très facile, il suffit de cliquer, et on peut organiser sa pendaison de crémaillère. Donc dans le livre, c'est la scénette je viendrai peut-être. Et c'est une fille qui organise sa pendaison de crémaillère. Et c'est difficile aujourd'hui d'organiser sa pendaison de crémaillère parce que les gens répondent, ils ont 3 possibilités de réponse, oui, non ou peut-être. Et jusqu'au dernier moment, 1 heure avant même le début de la soirée, il y a encore la majorité des gens qui ont répondu peut-être.
Et donc, elle est ennuyée parce qu'elle ne sait pas combien de champignons à la crème elle doit acheter. Et on est dans la société du peut-être, je viendrai peut-être. Actuellement, on assimile notre liberté, en plus on est vraiment plein dedans, liberté, on assimile notre liberté à la possibilité de garder le choix jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, c'était même une publicité de BlackBerry, c'est aimer avoir le choix. Il faut aimer cette chose-là, alors qu'on peut très bien assimiler la liberté à un engagement qu'on a exercé de son plein gré. Donc, le fait de s'engager n'est pas forcément une privation de la liberté, ça peut être une expression de sa liberté. Mais actuellement, on veut garder tout ça en option, à ma guise. Je ne sais pas si vous voyez la pub, on veut prendre le truc. Et ça, c'est très révélateur de ce qu'on est. Et le jeu participerait peut-être, je trouve, il est symptomatique. C'est-à-dire qu'avant, quand on organisait une soirée, mettons que des soirées comme ça, comme une pension de Crameillère, on ne va pas s'envoyer des cartons d'invitation. Donc, en général, on s'appelait, on organisait des soirées en faisant une série de coups de fil à ses amis. Et on dit, est-ce que tu viens à la pension de Crameillère? On ne va pas y répondre, peut-être à son meilleur ami. Et la norme sociale a changé, c'est vrai, c'est que maintenant, c'est accepté socialement, on peut répondre peut-être à la soirée de pension de Crameillère. On peut continuer à dire peut-être même pendant la soirée. Oui, la norme, ça c'est le mot-clé. La norme sociale a changé. Et aujourd'hui, la norme est quand même à la transparence. La transparence complète. Et là, justement, je voulais vous demander, est-ce que dans toute cette révélation à l'infini de la vie intime, pratiquement, sur Facebook, est-ce qu'on ne commence pas quand même à se méfier de laisser des traces comme ça vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son conjoint parfois? Je pense qu'il y a quand même quelques incidents et conséquences sur le couple. Quant au soupçon de l'infidélité qui devient traçable. Du coup, quand on est amis, entre conjoints par exemple, est-ce qu'on ne commence pas à se méfier et à devenir plus cachotier? C'est étrange parce que j'ai l'impression qu'on a deux... Quand on sent que c'est une autorité qui vient d'en haut, on est super méfiant. On a vu les réactions avec le dossier Edwige il y a longtemps, on se dit tiens c'est les fichiers, ils vont faire le recoupement, on n'aime pas ça et on voit l'image de Big Brother, ça je crois que tout le monde a ça en tête, l'idée que attention je vais me protéger, je veux pas qu'on sache ce que j'ai fait et tout ça. Donc là-dessus on est super vigilant. Et ce sont souvent les mêmes personnes qui d'eux-mêmes vont raconter leur vie sur Facebook ou ailleurs. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est parce qu'en fait le moteur qui est plus puissant que celui de la protection de sa vie privée, c'est le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être reconnu par les autres, et Facebook est un moyen de faire reconnaître sa réussite sur le plan privé. Maintenant, on est dans un système de compétition, il faut réussir sa vie professionnelle et sa vie privée. Au travail, on est évalué sur son savoir-faire et son savoir-être, sur son attitude. Et en fait, avant un entretien d'embauche, on est Facebooké, googlé, et parce que en fait, les compétences comportementales sont très importantes. On veut savoir avec qui on va travailler. Et donc souvent, on va jeter un petit coup d'œil, même si on ne le dit pas forcément officiellement, on va regarder à quoi ressemble la personne, si elle a l'air sympa, et si elle passe des vacances cool et elle est souriante sur toutes ses photos, on se dit ok, il est plutôt avenant, je vais peut-être le prendre. Et donc ça joue. Donc on a intérêt, on a besoin de visibilité maintenant, c'est un atout professionnel, c'est un atout sur tous les plans, et donc du coup, on a besoin de valider cette vie privée par les likes. Ce sont les KPI, les Key Performance Indicators, c'est le nombre de likes qu'on obtient de ses amis. Et le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, et en général qui sont tous positifs, et ce sont des choses qu'on attend à chaque fois qu'on publie un lien qu'on trouve assez pertinent. On se dit cool, on va vérifier toute la journée si son lien a été liké. Et tout le monde fait ça, c'est humain, c'est peut-être narcissique, mais c'est comme ça. Et ce besoin de reconnaissance est souvent plus fort. On voit très bien c'est le manque de prudence qu'on a avec toute la série des jeux qui ont commencé par Farmville, qui maintenant, il y a Candy Crush Saga là, qui marche très bien, mais où il y avait Angry Birds. Mais en général, pour télécharger ces applications, il y en a pas mal qui se téléchargent par Facebook et qui, en échange d'un péage pour être hébergés et bénéficier de tous les membres de Facebook, ces applications versent un péage pour être hébergées. Et aussi, Facebook et les applis récoltent les données personnelles.
Et c'est pas caché, c'est pas un tout petit. C'est-à-dire qu'il y a une page qui marque si vous voulez télécharger cette application, vous acceptez de donner les contacts, enfin voilà, la liste de vos amis, la liste d'amis pour certains, et un certain nombre de données personnelles, et on le lit. Donc les gens sont au courant, mais le fun est plus fort. Le besoin de reconnaissance, parce que Farmville aussi apporte de la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance automatique. On acquiert des points de prestige, on a des congratulations tout le temps, on sait quels sont ces panneaux de progression à chaque niveau. Moi je le sais, hein, j'ai joué à Farmville, j'ai mis 6 mois à me déconnecter. Et je cultivais mes tomates numériques entre 2 chapitres. Mais c'est addictif, et c'est aussi addictif parce que ça procure de la reconnaissance garantie. C'est que la reconnaissance, elle n'est pas garantie dans le monde professionnel. On a du mal dans les évaluations, on l'a pas forcément. Et au moins sur Farmville, mes tomates, elles poussent. Et c'est cette garantie-là. Et donc ce besoin de reconnaissance, toujours, est très fort et fait que on se dit, allez, c'est pas grave, c'est pour l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont faire de mes données personnelles? Après tout, et on va penser comme Eric Schmidt, je n'ai rien à cacher, donc je vais le mettre. Et c'est donc, du coup, je trouve qu'on n'est pas si prudent que ça. On a de nous-mêmes, on donne beaucoup plus de choses que ne peuvent obtenir les sondages, par exemple, de marketing de nous-mêmes. Sur Facebook, on donne des choses que jamais aucun théoricien du marketing ne pensait un jour pouvoir réunir. Facebook a tout, il obtient tout, tout est vrai. C'est pas virtuel réel, Facebook. Hein. Les gens se mettent donnent souvent leur vraie identité, leur vraie date de naissance, ce sont des vraies photos de leurs enfants. 13% des femmes mettent leur échographie en guise de photo de profil en France, 40% en Amérique du Nord. Donc c'est du réel, c'est vraiment on voit la clinique en bas à droite, le nom de la clinique. Donc ce sont des vraies données. Donc l'opposition virtuelle réelle ne marche pas. Second Life, d'accord, mais maintenant on est sur Facebook, on est avec des vraies données. Et quand on est avec des vraies données, on dit souvent, comme il y a un vieil adage qui dit dans le commerce, qui dit quand tout est gratuit, c'est que le produit c'est vous. Et sur Facebook, c'est vrai, c'est un grand centre de gestion des données marketing qui permet ensuite de faire de la publicité. Jusqu'ici, il y avait tellement de données que l'enjeu d'ailleurs qui fait que l'entrée en bourse n'a pas été bonne, c'est que tout le monde se demandait comment ils vont réussir à rentabiliser, à monétiser, comme on dit, cette base de données-là. Mais maintenant, il commence à y avoir des solutions, et du coup, le titre s'envole. Mais parce que, voilà, c'est que maintenant, avant même, dès qu'on a un nombre de membres, là, il y a une application qui s'appelle Snapchat, c'est un autre sorte de réseau social, application, je me souviens plus trop, j'avoue que ce qu'ils font, mais pour l'instant, ils ont même... Ah oui, ce sont des clichés, mais qui disparaissent automatiquement. Donc là, au moins, il y a le droit à l'oubli, mais on n'est pas jamais sûr que ça disparaît vraiment. Mais en tout cas, ils ont une base de données de millions de membres, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais ils sont déjà très riches. Alors que c'est totalement virtuel, mais c'est qu'actuellement, la matière première des services, c'est la donnée personnelle. Donc on est en plein dans ce problème de la vie privée. C'est ça qu'il faut arriver à trouver ces gisements de matières premières. Et pour trouver ces gisements, il faut travailler sur le ressort narcissique des gens. Et ça marche, parce que sur Facebook, en tout cas, on a la possibilité de mettre en scène sa vie avec les photos, les liens, et les gens le font. Les mères de famille ou les pères de famille qui sont fiers de leurs enfants, ils mettent leurs enfants. Les gens qui sont fiers de leur voyage, ils mettent leur voyage. Donc voilà, on a fait des scénettes là-dessus. J'ai fait Bali et on raconte une personne qui met en scène son voyage, c'est-à-dire qu'elle l'annonce sur Facebook. Après, sur place, elle récupère des preuves, parce qu'il faut montrer qu'on a réussi son voyage, donc des preuves de réussite. Donc la petite photo du marché local avec les petits balinais. La plage pour montrer qu'il a fait beau et donc c'était pas des vacances pourries, le petit maman amoureux donc avec le coucher de soleil, et voilà, enfin différentes choses, et le petit maman de folie parce qu'il faut montrer aussi qu'on est fou, donc on saute en faisant des figures d'un torrent, et ça on a la palette d'une photo de vacances réussies, et ça marche dans toutes les tranches d'âge, c'est pas un truc de jeune, hein. Parce que pour une soirée d'ado, il y a quelques poses types qui marchent aussi, qui sont les preuves de réussite d'une soirée, toujours les indices de performance. Une soirée réussie pour un ado, c'est en général un côté rebelle, donc on se montre avec soit un spliff ou un verre d'alcool à la main, on fait une grimace, ou on fait un doigt d'honneur, ou on s'embrasse. Et ça, en général, c'est une soirée qui a plus ou moins réussi. Et on voit très bien que, là pour le coup, il y a peut-être un écart de génération, c'est que
les adolescents sont habitués à se mettre en scène parce qu'ils doivent constamment renouveler leur popularité sur Facebook, puisqu'on est sur le fil d'actualité, donc constamment actualiser leur page, et c'est une préoccupation constante sur laquelle ils sont bien meilleurs que nous, parce qu'ils ont, et finalement ils ont commencé peut-être plus jeunes, et donc du coup ils savent comment faire ça, et donc du coup c'est une préoccupation constante. Alors après, est-ce que c'est quelque chose de bon quand on est en train de construire son identité, d'être constamment en train de se mettre en scène et de réfléchir à l'audience qu'on obtiendra en fonction des actes qu'on a dans la vie réelle? Je ne sais pas si c'est quelque chose de bon, c'est un autre débat. Mais c'est pour les vacances, il parle de... Ah oui, il faut qu'on cale l'Andalousie. On doit caler les vacances, comme s'il fallait caler un rendez-vous chez le coiffeur. Très bien vu, ça c'est vrai on utilise le vocabulaire professionnel pour des choses personnelles. On dit j'ai pas de visibilité sur mes vacances aussi, on dit ça, ou je suis overbooké, ça c'est vrai. Je dois les caler. Oui, ça c'est la scénette, je crois, qui s'appelle Arme de distraction massive. Où, oui, c'est ça. Que moi je voulais appeler Repas sans film, mais c'était un peu bizarre de l'appeler comme ça parce qu'on ne comprenait pas, tout simplement. Mais c'est vrai que moi j'aurais pensé que, et d'ailleurs c'est pas qu'une question de génération, moi mes parents, mon père, quand il déjeune avec quelqu'un, il pose son téléphone sur la table et l'autre aussi. Et on le fait, moi je pensais que la norme sociale, il faudrait on le mettrait dans la poche discrètement et pour pas... Et en fait on se met à table en se disant ok je suis avec toi à table, mais bon il y a aussi une partie de ma vie qui est susceptible d'arrêter cette conversation, de l'interrompre au milieu et même que je sorte parce que quelquefois c'est important. On voulait montrer aussi dans ce livre que les outils de communication ne servent pas forcément à mieux communiquer, ça sert à communiquer de façon différente. Et quelquefois, ça sert même à s'éviter. Je prends un exemple, quand on envoie un SMS, un petit SMS avant un rendez-vous, ça tient toujours pour demain, c'est à double sens. C'est soit pour sécuriser le rendez-vous, moi j'ai vraiment envie de te voir, est-ce que tu viens, mais c'est au cas où tu voudrais annuler, moi je ne suis pas contre. Si la personne... n'est pas vraiment en dehors de tout ça, alors elle n'est pas normale. Non, parce que moi, là jusqu'à présent, je vais vous dire franchement, j'ai bien fait de venir. Hein. Parce que, bon, je ne suis pas sur Facebook, bien sûr, mais j'irai pas en fait. Hein. Non, mais il n'est pas. Mais, on peut vivre ça. Mais je trouve ça grave en fait, je trouve ça... Moi, je trouve ça... Voilà, mais moi je suis d'accord avec vous, mais en même temps c'est là. Non mais est-ce que je suis normal par rapport à tous les autres? Parce que là, je me pose une question maintenant. Parce que c'est vrai... Moi j'ai mon meilleur ami qui est beaucoup plus jeune que moi et que vous, il a 23 ans, il est sur aucun réseau social. Le lycée où il était dans un lycée assez... la chance de faire sa scolarité dans un lycée assez huppé à Paris. Il n'était que 2 élèves, ne pas être sur les réseaux sociaux. Les 2 avaient été convoqués dans le bureau du proviseur et savoir pourquoi on vous a trouvé nulle part. C'est très alors est-ce qu'on peut voilà. Parce que moins de 25 ans, c'est 98%, je crois qu'ils ont... C'est possible, je sais ça, c'est grave. Mais en fait, tout ce qu'on montre sur... Pardon. Tout ce qu'on montre sur Facebook, on est déjà formaté, je veux dire, c'est déjà des images qu'on voit dans la vie, enfin que vous voyez, alors je remonte pareil des années avant, la publicité, la famille, alors c'est une publicité pour une banque, pour une maison, pour n'importe quoi, mais bon, il y a la famille, il y a les vacances, les gens tout bronzés avec les dents blanches, le cinéma même qui nous montrait ça, donc ça fait longtemps qu'on traîne ce formatage déjà. Donc là, il se révèle et on veut ressembler à quelque chose qui, c'est tout, mais on fait du cinéma presque. On est tous acteurs, quoi. C'est vrai. Mais... C'est juste que Facebook offre cette possibilité de le faire pour chacun. C'est-à-dire que chacun peut être son propre agent de relations presse, alors qu'avant il fallait être invité à la télévision. Donc on disait vu à la télé, maintenant on dit vu sur Internet. Et tout le monde peut être vu sur Internet. C'est justement ça, c'est le web 2.0, c'est très bien, c'est participatif, mais du coup comme tout le monde participe, tout le monde pense à soi, moi je raconte ça. Et maintenant on est époque en disant moi j'ai eu mal au dos, moi aussi j'ai mal au dos. En fait moi je suis éducateur spécialisé et Facebook fait des ravages auprès des enfants parce qu'ils ne se permettent plus d'être eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez, par rapport à ce que le copain a mis sur Facebook, un truc tout bête, il a un ami qui a liké une page, qui a aimé une page, lui aussi va l'aimer et tout, mais sans forcément aimer la page, quoi. Je lui dis mais pourquoi tu likes cette page-là? Il n'a pas de réponse parce que c'est un enfant, je sais pas. Mais je sais pas, ça fait... c'est juste triste, quoi, parce que moi je le vois avec des enfants, et ces enfants-là, c'est les adultes de demain.
On ne peut pas interdire ça. On peut pas. Il n'y a pas comme à la télévision, les contrôles parentaux. Non, mais justement, Bien sûr, enfin, oui, mais c'est difficile. Ça. mais monsieur, comme vous le disiez tout à l'heure, Facebook, maintenant, vous avez bien fait de ne pas y être et je vous déconseille d'y être parce que moi, ce que j'essaie d'apprendre aux enfants et même à des gens, à mes amis, c'est que Facebook, c'est un outil à double tranchant. C'est comme dans une relation professionnelle, on va pas dire des choses de notre vie privée, on va juste lâcher des bribes de notre vie privée qui ne vont pas vont pas apporter conséquences. Du coup, Facebook aujourd'hui, monsieur, c'est un outil dont il faut se servir, qu'il faut servir à bon escient, quoi. Ne pas s'en servir pour donner une image de soi, des bribes de soi, mais sans se trahir. Je sais pas si vous me suivez. Ma fille qui a 17 ans, elle ne s'est pas mise sur Facebook. Elle ne veut pas y être, elle fait que par texto et c'est tout. Donc je pense qu'ils commencent à être éduqués quand même. Oui, parce que il y a une génération qui a essuyé les plâtres au début, et puis maintenant peut-être ils sont un peu plus... Parce que moi je me suis fait avoir sur MSN et Facebook. Moi j'ai arrêté, j'avais ma fille à côté, et elle a rompu le contrat avec Facebook, qui fait que moi je ne vais plus sur Facebook. Maintenant je suis sur Google. Bon, c'est un peu différent, mais je contrôle mieux la situation que ses parents. Mais c'est au niveau de la valeur qu'on accorde aux autres. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, si ce n'est peut-être plus du tout, notion de meilleur ami, de connaissance, de quoi que ce soit, que tout est numérique. C'est-à-dire que c'est le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de... La bonne nouvelle, elle n'est pas annoncée, je sais pas, moi, la mère, la soeur ou le père, si c'est un bébé qui arrive, c'est tout le monde en même temps, et donc une sorte de nivellement par le bas. Tout vaut tout, et donc en fait rien vaut rien, quoi. Les gens, c'est l'autre, c'est tout. C'est ça. L'exemple de l'anniversaire, c'est exactement ça, parce que finalement, avant, ce qui nous touche, c'est que nos meilleurs amis nous pensent à nous. Et maintenant, c'est plutôt ce qui nous touche, et c'est notre popularité. Et ça se mesure en quantité, en volume, voilà, c'est ça. C'est pas qui va penser à nous, c'est combien de personnes vont penser à nous. C'est le volume. Donc c'est un changement d'époque. Vous parlez de normes tout à l'heure, est-ce que vous êtes normal, est-ce que nous sommes normaux? Je commence à dire, je suis Ici, on est déjà plus des adolescents. Moi, je pense que les adolescents, je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre qui ont quand même eu une éducation, et en particulier à l'école, et puis ils ne sont pas stupides, comme ils communiquent beaucoup sur Facebook et sur toutes sortes de supports médiatiques. Ils ont cette information qu'effectivement, leur vie privée peut être récupérée à droite, à gauche, partout, etc. Donc il y a ceux qui ne réfléchissent pas trop peut-être, ou qui n'ont pas eu accès à cette éducation, mais il y en a un certain nombre qui savent très bien ce qui se passe et ce qu'ils font, et qui vont écrire effectivement des tas de belles phrases, etc. Se les approprier, ça sort d'un poète ou d'un slam ou de je sais pas quoi, et puis qui vont effectivement réagir quand par contre les adultes, les parents en particulier, prétendent se mêler de ça, quoi. Vous parliez de la maman qui découvre des images. Moi, je connais des ados qui ont 14-15 ans, des jeunes filles en particulier, qui disent carrément, quoi, bah ouais, mes parents, ils ont voulu être amis avec moi parce qu'ils veulent contrôler ce que je fais, hein, évidemment. Ils sont pas fous, ils ont bien compris, voilà. Mais pourquoi, mon père, j'ai mis une image, mon père, il a mis un commentaire. Ma mère a dit je like. Ne jamais intervenir. Voilà. Ne jamais intervenir sur le profil de son enfant. Jamais. Clairement. Si vous voulez garder un œil dessus. Voilà. Clairement, les ados, ils veulent bien. Tu veux être ami, ok, sois ami, j'ai bien compris, tu veux surveiller ma vie, t'inquiète, j'ai bien compris, mais surtout ne t'en mêle pas, quoi. Ah oui, bah oui. Et puis mets la honte pour le parent. Hein, là, c'était ça, quoi. C'était lui. Oui. Il n'a rien compris, qu'est-ce que tu veux? Je m'en fous de ton commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais le problème, c'est que c'est pas tellement le savoir d'être conscient ou pas conscient des risques. C'est vrai qu'ils comprennent très bien qu'il faut faire attention à ses données personnelles. C'est plutôt qu'il y a le besoin de visibilité et d'être cool, donc d'être vu, d'avoir le style, d'être stylé, swag, tout ce que vous voulez. Et puis la protection de soi. Et en général, c'est la volonté d'être cool et d'être distingué, de se distinguer qui l'emporte. Et c'est la même chose quand on dans les études, le besoin d'obtenir de la visibilité, d'être vu par ce qu'on a fait, ses expériences en stage, machin, et puis ses voyages et ces choses comme ça. Tout ça, c'est de la mise en scène qu'on continue à faire parce que le besoin de visibilité, c'est notre époque qui le réclame. Tout à fait, mais on est dedans, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire marche arrière. Non, on ne va pas interdire, on ne va pas empêcher, on ne va pas changer ça. Non. On est dedans, l'élan, il est là. Par contre, je pense qu'effectivement, en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant qu'adulte responsable, c'est notre devoir, justement, dans notre transmission des valeurs et des principes, des grands principes de vie,
que de ramener constamment cette question du oui, mais qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? C'est super important ton image, ok, mais qu'est-ce que tu ressens? Enfin, voilà, d'aller derrière. Et je pense que les choses à ce niveau-là ne sont pas perdues. Non, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas défaitiste là-dessus, c'est un débat ouvert, mais c'est vrai que comment lutter contre ce besoin de renaissance, on ne peut pas le nier, il est là, donc essayons de le réguler, je suis d'accord. Ouais, et c'est d'ailleurs ce que moi aussi je fais à mon niveau d'auteur, d'observateur. Je suis sollicité dans quelques lycées et quelques écoles pour intervenir. Il n'y a pas longtemps, j'étais au centre de formation des apprentis de Bourges, j'ai échangé avec des bacs pro et des BTS qui étaient eu un échange très intéressant. Ils ont le diplôme dans la cervelle. Hein. Mais il y a aussi des besoins de popularité. C'est un outil qui... C'est pas tellement, c'est eux qui sont convaincus, les générations d'avant se seraient fait avoir aussi. C'est un outil tellement puissant qui donne une résonance et qui peut. On a vu il y a une histoire il y a pas longtemps d'une fille qui s'est suicidée. Et en fait, je pense que les premiers de la classe ont toujours été martyrisés dans les écoles. C'est pas nouveau. Mais maintenant, quand on est martyrisé devant 500 personnes, c'est une humiliation publique. Et c'est ça la différence.